Bonjour à tous et toutes, et puis merci de nous avoir rejoints. Donc, en effet, je vais vous présenter quelques éléments un peu clés de notre rapport sur la crise climatique, avec cette volonté de travailler, de mettre en avant les impacts des événements climatiques à la hauteur des personnes. On a beaucoup de données scientifiques, c'est un cadre essentiel. Mais on a la chance au Secours catholique de rencontrer chaque année plus d'1 million de personnes en France et d'être aussi présent via nos partenaires dans plus de 150 pays. Et donc, on a voulu, en fait, voilà, leur donner la parole et essayer de comprendre comment ces événements climatiques dont on parle beaucoup ont un impact concret dans le quotidien, dans la vie des personnes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, très rapidement, le pourquoi, comment du rapport. Alors, je ne vous apprends rien quand je vous dis que les impacts des dérèglements climatiques sont de plus en plus forts en France et dans le monde. On a des catastrophes dites naturelles qui ont été multipliées par 5 depuis 50 ans. Et on sait que les personnes les plus vulnérables sont en première ligne. Ce qu'on observe, nous, au Secours catholique, depuis quelques années, notamment grâce à notre réseau de bénévoles urgence, donc les personnes qui interviennent post-crise, c'est qu'on voit que de plus en plus de personnes sont touchées dans des territoires différents, mais aussi des personnes qui ne seraient pas venues au Secours catholique s'ils n'avaient pas vécu cet événement climatique. Et donc, on a voilà, voulu aller à leur écoute et à leur rencontre pour voir quel enseignement on pouvait en tirer pour mener des politiques publiques qui soient plus justes et plus adaptées et qui justement ne creusent pas davantage les inégalités. Donc, vous l'avez compris, avec ce rapport, on a souhaité donner la parole, construire des recommandations politiques et puis en fait faire connaître ces réalités pour se rendre compte des impacts concrets. Ce n'est pas uniquement voilà, des chiffres, mais c'est aussi en fait des choses dans la vie des personnes accompagnées par le secours et ses partenaires. Alors, très concrètement, comment le rapport, c'est essentiellement des témoignages. Donc, on est allé interroger plus de 150 personnes un peu partout dans le monde, des personnes qui ont vécu ou qui ont été témoins d'un événement climatique. Alors, ça peut être un événement climatique extrême et soudain, comme les cyclones à Mayotte ou à La Réunion. Ça peut être plutôt des événements de sécheresse, comme en Tunisie, par exemple, ou des inondations, des tempêtes, ce qui a beaucoup été le cas en France métropolitaine, que ce soit dans les Alpes-Maritimes, le Pas-de-Calais ou encore en Ille-et-Vilaine. Vous le voyez aussi sur la carte, donc on a eu la chance de travailler avec 3 partenaires internationaux, donc nos partenaires en Tunisie, au Brésil et à Madagascar, où on a pu voilà, aussi rendre compte des impacts différents, parce que malheureusement, en plus, ces territoires subissent différents types d'événements climatiques. Alors, ce rapport, c'est avant tout des témoignages. Et donc, je vous propose, pour rentrer dans le vif du sujet, bah, justement d'écouter quelques-uns de ces témoignages. Et donc, je vous invite à partir en Guyane, plus exactement à Camopi, dans un petit village amérindien. Et puis ensuite, on continuera notre focus France en allant écouter 2 personnes du Pas-de-Calais et du Var. Et ensuite, je vous présenterai bah voilà, qu'est-ce qu'on retire de tous ces témoignages, de tous ces bouts de vie, et qu'est-ce qu'on porte en matière de recommandations. Allez, hop.
Alors, excusez-moi, effectivement, il n'y avait pas le son pour tout le monde. Zoom est un peu capricieux ce matin, mais vous avez compris, voilà, l'essentiel grâce aux images et aux sous-titres. Et vous aurez l'occasion, si vous voulez prolonger dans le rapport, de découvrir plus en détail ce que les uns et les autres ont partagé. Mais voilà, je voulais aussi vous donner, enfin, humaniser un peu aussi ce contenu, parce que, comme vous l'avez compris, ce rapport, il est vraiment issu de la parole des personnes. Alors, vous avez vu déjà quelques éléments qui en ressortent, mais vraiment, nous, ce qui nous a marqué avec cette étude et les premières analyses qu'on peut faire, c'est vraiment autour de trois grands sujets. D'abord, vraiment, ce que ça nous montre, c'est que nous ne sommes pas prêts, et ça, quelque part, on n'est pas les premiers à alerter sur le sujet, on n'est pas prêts à faire face aux événements climatiques, mais surtout, on n'est pas tous égaux face à cette impréparation. Et l'une des premières choses qui est beaucoup revenue dans l'étude, c'est ce manque d'information déjà sur les risques et sur les dispositifs d'urgence qui existent. Il y a vraiment un manque de culture du risque. Alors, sur certains territoires, malheureusement, on a plus l'habitude que sur d'autres de vivre en fait avec des aléas climatiques. Mais ça nous a beaucoup frappé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement tous les nouveaux territoires qui sont touchés, je pense particulièrement aux témoignages en Centre-Bretagne, où on avait très peu l'habitude d'inondations massives, eh bien en fait on a vu des impacts beaucoup plus forts en fait avec des personnes qui du coup étaient complètement démunies et qui se sont retrouvées au dernier moment les pieds dans l'eau sans savoir quoi faire. Ça, c'est vraiment un des premiers points qui nous a beaucoup marqué. Et un deuxième point, lorsque ces événements arrivent, c'est que les aides n'arrivent pas toujours à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Je pourrais vous donner l'exemple de Mayotte, par exemple. Ça a été très médiatisé. On s'en est rendu compte, mais c'est aussi important de se redire
qu'on a un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu aller et qui ne sont pas allées aux distributions alimentaires parce qu'elles n'étaient pas ou parce qu'elles avaient peur de s'y rendre, parce qu'elles avaient peur des contrôles de police. On pourrait donner l'exemple aussi dans le Pas-de-Calais, quand il y a eu des inondations près de Calais, où les aides ne sont pas arrivées jusqu'aux personnes qui sont sur le littoral. Et donc, on s'est retrouvé avec des personnes qui sont déjà dans des situations extrêmement précaires, qui se sont retrouvées pendant plusieurs jours, littéralement, les tentes sous l'eau, sans avoir de capacité à faire face et sans être pris en charge pour être mis dans des hébergements et accompagnés dans des hébergements d'urgence. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points qui nous a beaucoup frappé, c'est cette absence de la culture du risque et surtout ce manque d'informations sur les aides et sur les dispositifs existants. Un deuxième point qui ressort énormément de cette étude, c'est que les personnes qui sont déjà fragilisées sont plus vulnérables au choc climatique. Donc ça, vous allez me dire, voilà, rien de nouveau sous le soleil. Mais on voit en fait que ça aggrave encore plus des situations. Là, dans les verbatims, on vous donne l'exemple, par exemple, de Mohamed hein, qui habite à Marseille et qui dit pendant les canicules, en fait, ma situation se détériore encore plus, j'ai nulle part où aller. Je pourrais vous donner aussi, par exemple, cet exemple d'une famille toujours à Marseille qui vit dans un logement, mais lors des canicules ne peut plus être dans cette bouilloire thermique et donc se retrouve à venir dans des accueils de jour du Secours catholique. Un accueil de jour, c'est plutôt pour les personnes en errance, mais parce que la vie est insupportable en fait dans leur logement. Et donc en fait, on voit à quel point il est plus difficile en fait de faire face quand on est déjà dans une situation de vulnérabilité et à quel point ça peut aggraver des nouvelles situations. Vous avez aussi l'exemple là sur le slide hein, de Marc donc, qui était à Mayotte et qui explique qu'évidemment, en fait, voilà, tous ces habitats informels ont été complètement rasés par le cyclone. Et c'est aussi des personnes qui vivaient pour beaucoup de potager, d'agriculture familiale et qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans logement et aussi sans moyen de subsistance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément sur ce côté systémique, en fait, et sur ce côté aggravation de la pauvreté. Nous, on parle beaucoup dans ce rapport de cercle vicieux de la pauvreté, avec des personnes qui étaient déjà dans une situation de pauvreté et des nouvelles personnes qui se retrouvent justement dans des situations de précarité. On l'a vu, hein, c'est beaucoup le cas de personnes qui étaient sur le fil et qui, face à un événement, se retrouvent à devoir bénéficier d'aide, que ce soit du Secours catholique ou d'autres associations et ça a été très marqué voilà, à l'international, mais aussi en France. Je vous donne un exemple très concret. Mais en fait, ces personnes qui basculent dans des nouvelles formes de pauvreté, c'est parce qu'en fait, on a beaucoup plus de dépenses, des dépenses liées au logement, à l'alimentation, mais c'est aussi parfois des personnes qui perdent leur emploi. Alors, je vous donne, vous avez vu tout à l'heure l'agriculteur, en fait, et on a des agriculteurs qui ont témoigné dans l'étude, qui ont dit, en fait, moi, mon exploitation, elle a été complètement inondée et je dois tout racheter et l'indemnisation ne suffit pas. J'ai 50 ans et là, il faudrait que je me réembarque sur un prêt pendant 20 ans. Et en fait, c'est pas possible financièrement, c'est pas possible de repartir à zéro à mon âge. Donc en fait, on va arrêter. Mais donc, du jour au lendemain, c'est une personne qui se retrouve sans emploi. On a aussi une personne qui témoigne dans le rapport qui était assistante maternelle. La maison a été inondée. Elle n'a pas été indemnisée lui permettant de rénover complètement et rapidement et de racheter tous les meubles. Et du coup, elle a perdu son agrément parce qu'en fait, la maison ne peut plus accueillir des enfants dans le cadre de son activité professionnelle d'assistante maternelle. Et donc, de la même façon, du jour au lendemain, elle se retrouve sans travail. Et donc, forcément, on voit bien que quand on a un choc climatique et qu'on est voilà, sur le fil, eh bien, en fait, on peut basculer dans la précarité. Enfin, vous l'avez vu dans les témoignages, ce qui nous a beaucoup marqué avec cette étude, c'est à quel point, en fait, la crise climatique, elle bouleverse le quotidien des personnes et elle touche, en fait, l'ensemble des dimensions de la vie. Vous le savez, ATD Carmonde a travaillé dessus, mais on dit que la précarité, c'est pas juste une précarité économique, il y a différentes dimensions de la pauvreté. Eh bien, c'est aussi ça qu'on cherche à montrer avec ce rapport. On imagine assez facilement, quand il y a un événement climatique important, des difficultés qui s'accumulent sur le manque d'accès à l'eau ou à l'alimentation. Mais c'est aussi d'autres enjeux qui sont
qui sont aussi mis à mal. Vous l'avez, alors pas entendu, mais vous l'avez lu dans le témoignage en Guyane, où c'est des personnes, des enfants qui n'ont pas pu aller à l'école parce qu'en fait, le chemin pour aller à l'école est devenu impraticable. Donc on voit que ce soit les besoins essentiels, mais aussi l'accès à la santé, l'accès à la scolarité, tout cela est, est rendu compliqué et ça fait des difficultés qui s'accumulent. Et puis peut-être un autre point qui me semblait important à vous préciser, bah, c'est qu'en fait, on voit que c'est des ruptures de vie en fait qui se créent et surtout, ça crée des impacts sur le long terme. Je vais vous partager un témoignage d'une personne qui a subi la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, donc ça remonte maintenant à 5 ans. Aujourd'hui, cette personne, elle a perdu sa maison et le prix du foncier a tellement augmenté localement que depuis, elle n'a toujours pas réussi à se reloger de manière convenable parce que elle ne fait qu'enchaîner en fait les hébergements. Alors, elle a enchaîné les hôtels payés par l'assurance un temps et puis ensuite les amis, mais ses revenus ne lui permettent pas en fait de se reloger correctement. Donc, vous voyez en fait à quel point même si on a l'impression que quand il y a une tempête, c'est 10 jours parce que c'est médiatisé, eh bien nous, en fait, on a des personnes qui ont témoigné 4 ans plus tard d'être toujours en fait dans des difficultés pour voilà, avoir un accès à l'ensemble des éléments essentiels. Et en plus, voilà, de ce que je vous disais hein, tout à l'heure, c'est des vraies ruptures de vie qui peuvent se produire, des déménagements forcés, des changements ou des pertes d'activité, et souvent moins de liberté ou de choix. Il y a l'exemple de Christophe et Christelle, hein, ici sur le slide, des habitants du Pas-de-Calais, qui se retrouvent, eux, complètement coincés, puisque la maison dans laquelle ils vivent a perdu de sa valeur parce qu'elle a été inondée et qu'elle est en zone inondable et donc c'est davantage mis en évidence sur le prix du foncier. Or, puisque eux aimeraient partir pour ne plus vivre dans une maison insalubre et dans une maison qui est potentiellement réinondable chaque année, mais puisque la maison a perdu de la valeur, ils n'ont pas de capacité à déménager. Et donc, vous voyez cette espèce de cercle vicieux avec des personnes qui nous disent, bah, en fait, voilà, je sais, je vais avoir enfin, je suis dans une maison que je vais avoir du mal à rénover complètement et qui risque de nouveau être inondée, mais j'ai pas le choix que d'y rester parce que j'ai pas les moyens financiers de déménager. Enfin, un élément qui nous a beaucoup marqué dans l'étude et auquel, en fait, on n'avait pas pensé début et qui est pourtant revenu de manière très très forte, c'est les enjeux de santé et particulièrement de santé mentale, puisque dans les différentes personnes qu'on a interrogées, pour beaucoup, c'était des événements qui avaient lieu il y a quelques années, mais toutes les personnes ont beaucoup témoigné bah, du traumatisme en fait que ça représente. Je vous parlais d'impact long terme très matériel, mais ça aussi, c'est un impact qu'il faut qu'on considère et on en parle très peu. Et pour autant, voilà, beaucoup de personnes nous disent, bah, en fait, dès qu'il pleut, je n'ose pas sortir de chez moi parce que j'ai peur de ne pas pouvoir y rentrer, j'ai peur de ne pas pouvoir retrouver mes enfants qui vont devoir rentrer d'urgence de l'école. Et donc voilà, c'est des périodes de stress et c'est voilà, un stress post-traumatique qui est très marqué et qui touche encore beaucoup des personnes qu'on a pu interroger. Voilà, j'ai essayé de vous dresser de manière assez rapide et en vous donnant ici et là quelques témoignages, les principaux constats qu'on a posés dans l'étude. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à consulter le rapport où on a essayé vraiment de faire des portraits pour voilà, mieux comprendre à quel point on a ces dimensions systémiques, en fait, ces impacts systémiques sur la vie des personnes et que voilà, c'est pas juste des enjeux économiques, mais c'est aussi en fait des enjeux de vie quotidienne et des enjeux de santé mentale et que ça touche en fait durablement certaines personnes, que ce soit sur euh, l'accès à l'école auquel on pense pas, mais en fait aussi l'accès au travail ou en fait cette capacité à vivre dans son territoire de manière sereine. Au-delà de ces constats, on a voulu formuler un certain nombre de recommandations pour justement se dire mais comment on fait pour considérer, pour mieux prendre en compte le fait qu'il y ait des personnes qui sont plus vulnérables, qui ont moins de capacité à faire face, et comment on accompagne au mieux pour ne pas faire de l'adaptation juste une question technique, parce que là, vous l'avez vu, c'est pas qu'un sujet technique, loin de là. Ça bouleverse le quotidien des personnes, et donc on a essayé de faire un certain nombre de recommandations. Bien évidemment, je vous parle d'adaptation, mais la meilleure mesure pour s'adapter, c'est l'atténuation. Et donc, bien sûr, on
continue à porter ce plaidoyer pour se dire, en fait, si on veut qu'il y ait moins d'impact du changement climatique, il faut qu'il y ait moins de dérèglement climatique. Donc la première mesure, bien sûr, c'est les politiques d'atténuation. Mais tout de même, nous, il nous semble qu'il y a un vrai enjeu à faire en sorte que les politiques d'adaptation, elles prennent mieux en compte les vulnérabilités des personnes. Aujourd'hui, on a facilement des documents de planification qui sont un peu aveugles à tous ces éléments que je viens de vous présenter. Or, nous, on pense qu'il est important de considérer ces vulnérabilités supplémentaires quand on est dans des situations de fragilité économique ou sociale. On n'a pas la même capacité à faire face, à mobiliser les dispositifs d'aide dont je vous parlais tout à l'heure, même en fait à savoir comment agir s'il y a une inondation. Et donc pour ça, en fait, ça s'accompagne et donc la prise en compte des vulnérabilités supplémentaires et la participation des personnes nous semblent être des éléments sur lesquels il faut qu'on avance davantage pour s'assurer qu'on touche bien les personnes qui ont le plus besoin d'être accompagnées, au moins sur le court terme. Il y a un enjeu aussi fondamental, là je vais parler vraiment à court terme, post-crise, c'est vraiment de s'assurer de l'accès aux droits et aux besoins essentiels des personnes. Quand il y a un événement climatique qui intervient, je vous ai donné les Mayotte de Calais, mais on pourrait en donner d'autres. Et donc le fait de garantir cet accès digne en fait aux dispositifs alimentaires, à l'eau, aux abris à périté, c'est pour nous déjà la première mesure sur laquelle il faut qu'on avance parce qu'aujourd'hui, on voit bien que quand il y a une crise climatique, c'est pas toujours le cas. Et il nous semblerait aussi intéressant de penser à des dispositifs comme des guichets uniques locaux qui justement permettraient d'accompagner et de défendre en fait les droits des personnes. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes familier du dispositif, réfléchissez peut-être si demain il y a une inondation, une tempête, est-ce que vous savez ce que vous devez faire vous? Bien moi, je ne savais pas. Et souvent dans les territoires, on a ce qu'on appelle des plans communaux de sauvegarde qui sont censés être des documents de planification portés par la collectivité justement pour s'organiser quand il y a un événement climatique. Eh bien, en fait, souvent on les connaît pas. C'est des documents qui sont très techniques. Or, en fait, on voit bien que quand on participe à des documents de planification sur les territoires, et qu'on permet la participation des personnes, d'une part, vous avez des outils qui sont plus robustes parce que vous partez de l'expérience. Et donc, ça vous permet de manière très prosaïque de savoir si dans ce quartier-là, quelle personne ne sera pas en capacité de sortir de chez elle, par exemple, s'il y a une inondation. Et puis, plus vous faites participer les personnes et plus vous créez cette culture du risque. Et donc, c'est aussi dans cette dynamique-là où nous, on pense qu'il y a vraiment des enjeux pour être mieux accompagnés et mieux informés et aussi d'avoir un interlocuteur dédié, connu, pour être accompagné et pour être accompagné sur le long terme, tant sur les enjeux de santé mentale, d'assurance, etc. Enfin, il nous semble aussi important, je vous disais tout à l'heure, de penser l'adaptation pas uniquement comme un enjeu technique, mais aussi comment on accompagne sur le long terme les personnes. Et un des points qui revient beaucoup et sur lequel on voit qu'il y a de plus en plus d'études, c'est la question de l'assurance. Dans l'étude, on a vu que de plus en plus de personnes qu'on accompagnait au Secours catholique ne sont plus assurées parce que quand vous devez arbitrer entre se loger, entre se nourrir et payer les factures, des fois, malheureusement, c'est l'assurance qui trinque parce que c'est des choix possibles, c'est des arbitrages qu'il faut réaliser. Et puis, on voit aussi que les niveaux d'indemnisation sont déjà en fait trop faibles. On a une personne qui a témoigné dans le rapport qui s'appelle Paul et qui nous dit, en fait, moi, avec l'indemnisation, je n'ai pas pu en fait me racheter de meubles. Alors, ça m'a relogé, ça m'a permis de faire quelques travaux. Mais donc, elle a vécu des tempêtes il y a 2 ans et vous allez chez elle, elle vous accueille toujours sur des chaises parce qu'elle a simplement pas racheté de canapé parce qu'elle n'en a pas les moyens. Voilà, je vous donne plein d'exemples très précis, c'est des petites anecdotes, mais ça montre en fait à quel point c'est des choses qui sont très concrètes et qui viennent dire quelque chose de notre système. Et donc nous, on appelle en fait à repenser le système de l'assurance pour éviter que ces cas se multiplient parce que aujourd'hui on en est là, mais on sait que demain ce sera davantage. On a déjà des assureurs qui reculent sur certains territoires, qui refusent d'assurer certains lieux. Or, tout à l'heure, je vous parlais de Christelle et Christophe dans le Pas-de-Calais qui, eux, n'ont pas le choix, en fait, que de rester là. Donc, comment on fait pour ces personnes qui ne pourront pas se reloger ailleurs et où, en même temps, on aura un système d'assurance qui pourra dire non, ce lieu est inassurable. Voilà, donc, avec tout ça, ce qu'on essaie de porter, nous, c'est de montrer que les personnes en situation de précarité,
elles sont les plus vulnérables, elles ont les plus de difficultés à faire face, mais elles sont aussi quelque part des sentinelles de la crise climatique, parce que ce qui arrive aujourd'hui pour ces personnes, eh bien, en fait, ça se risque de se démultiplier pour demain. Et donc, on appelle à repenser dès maintenant, en fait, l'adaptation pour qu'elle soit moins aveugle, en fait, aux difficultés supplémentaires et à repenser notre système d'accompagnement pour créer cette culture du risque, pour avoir un vrai accès à l'assurance partout et sur tous les territoires et pour avoir ce soutien long terme dont les personnes ont besoin. Voilà, je vous propose de m'arrêter là et de prendre le temps d'échange. Et encore une fois, désolée que vous n'ayez pas eu le son de la vidéo. Ah, merci beaucoup. Donc, pour mémoire, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le question-réponse qui est en bas, normalement dans le plus, si ça s'affiche pas directement dans Zoom. Vous êtes déjà nombreux à avoir trouvé cet endroit-là, puisqu'il y a déjà pas mal de questions. Si j'essaye de ramasser d'une ou d'un militant de FNE de la Sarthe qui pose la question de est-ce que vous avez un peu plus précisé le type de comment de cause des impacts subis, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt des inondations, est-ce que c'est plutôt lié à la sécheresse, est-ce que c'est plutôt des feux et après justement la conséquence, c'est-à-dire croiser les publics victimes en fonction du type de enfin des raisons en fait et des impacts subis. Et j'en pose deux en même temps. Il y a une question autour du plan de prévention, mais en gros, comment les associations. Alors, tu en as parlé. Euh, mais comment, et en disant oui, c'est mieux si on est associé, si on y participe. Évidemment, ils sont plus en lien avec la réalité, mais est-ce que justement nous y sommes associés? C'est-à-dire, est-ce que les associations ou les organisations de la société civile organisée ont un rôle là-dedans? Enfin, comment ça se construit? Et si c'est pas le cas, comment on peut, ou est-ce qu'il y a des préconisations là-dessus que vous donnez pour mieux nous y associer? Merci beaucoup. Alors effectivement, sur la question des proportions, peut-être juste un point méthodo. Nous, on n'a pas cherché à être rigoureux scientifiquement sur euh, combien de personnes ont plus subi ça que d'autres. Vraiment, le parti pris de l'étude, c'était voilà, de remonter la parole de personnes qui ont subi un impact. Et peut-être je vous partage juste une anecdote parce que quand on a lancé l'étude, euh, on savait pas combien de personnes allaient témoigner. On s'est dit finalement, ce sera peut-être plus simple auprès de nos partenaires malgaches ou tunisiens parce que on accompagne des agriculteurs qui nous témoignent des enjeux de sécheresse depuis un moment. Et donc, quand on a fait un appel en interne, on a été en fait très étonnés du nombre de personnes en hexagone qui en fait ont été prêtes à témoigner de ce qu'elles avaient vécu. Donc, on a, je pourrais, enfin, dans l'étude, on a exactement le nombre d'entretiens par type d'événement. Mais finalement, c'est pas ça que nous, on est allé chercher. Ce qu'on est allé vraiment chercher, c'est des récits de vie. Euh, mais ce que je peux dire quand même, c'est que on n'a pas réussi, enfin, on n'a pas fait de différence entre, on n'a pas vu de différence entre des impacts plus forts sur l'un ou l'autre des événements, parce que c'est très lié à la personne, en fait, et à sa situation de vie. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, les impacts sont complètement différents et la capacité à faire face, si on est plutôt sur des sécheresses ou des vagues de chaleur, que si on est sur un événement extrême comme cyclone ou tempête, où en fait là, on voit bien qu'il y a encore plus une difficulté. Enfin, c'est tellement soudain et pour certains territoires, c'était tellement nouveau que les impacts ont été encore plus forts. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Quand voilà, nos équipes urgences interviennent depuis plus de 20 ans, notamment en PACA l'été. C'est des territoires qui sont habitués, enfin, qui vivent avec l'élément feu. Hein. Vous discutez avec des gens du Var et ils vous disent, bah, en fait, on vit avec ça, on sait plus ou moins comment faire, même si ça se rapproche de plus en plus des milieux urbanisés. Par contre, dans le Pas-de-Calais, ça a été vraiment très difficile en fait pour les populations qui n'avaient jamais vécu ces éléments-là. Donc on voit quand même que sur les territoires où on n'avait pas l'habitude, ben, en fait les impacts ont été démultipliés. Enfin, sur la deuxième question sur les documents de planification, en fait,
on voit, il en existe un, voilà, j'ai cité les plans communaux de sauvegarde, il y a les plans de prévention des risques, il y a les PCAET qui sont censés aussi un petit peu travailler sur ces sujets-là, bien que. Vous avez aussi des départements, c'est le cas du département de Loire-Atlantique qui s'est doté d'une stratégie d'adaptation. Euh, mais on voit que, en tout cas, non, on n'a pas tout étudié, donc peut-être que vous aurez un bon exemple. Euh, mais, euh, mais nous, ce qu'on a observé, c'est que bien souvent, on est plutôt sur des dimensions très techniques et très court terme. Alors, enfin, court terme, il y a deux échéances. Soit à court terme, comment on gère la crise quand elle arrive. Et là, on voit que les systèmes de protection civile, etc., fonctionnent très bien. Et on a des éléments plus techniques sur l'adaptation un peu long terme. Mais ce qui manque, en fait, c'est un peu cet accompagnement entre deux. Comment on accompagne sur la durée les personnes qui ont vécu un événement climatique. Et ça, vous ne le voyez dans quasiment aucun document de planification. Même le plan national d'adaptation au changement climatique n'évoque pas du tout cette problématique. Or, en fait, vous voyez, il suffit de faire un peu de remontée de terrain pour se rendre compte à quel point c'est important. Et en matière d'éléments, nous, ce qu'on porte en matière de recommandations dans le rapport, c'est en fait le fait de pouvoir créer aussi des comités un peu d'experts. Et quand je dis experts, ça compte les personnes qui vivent sur le territoire, parce qu'on est expert de notre propre vie. Et donc, quand vous pouvez avoir, par exemple, au CNLE, vous avez des cinquièmes collèges, où vous avez des personnes en précarité qui peuvent témoigner, en fait, nous, on croit beaucoup, en fait, au niveau local, à pouvoir aussi organiser ces comités d'acteurs, de citoyens et d'experts, hein, parce que l'enjeu, c'est aussi de croiser tout ça, les experts scientifiques, les expériences de vie, pour construire un document plus robuste et plus fort. Je fais juste une référence assez rapide parce que dans les questions, il y a, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, il y a un livre qui est sorti assez récemment et qui prend appui sur une étude du Réseau Action Climat, un livre de Anne Bringot et de Benjamin Crétenant, qui s'appelle France Urgence Climat, que je vous conseille, et qui région par région, justement, évalue et anticipe les conséquences et les possibles les conséquences du réchauffement climatique. Alors je sais plus à combien, je sais pas si c'est à 30 ans ou à 40 ans, en fonction des régions. C'est assez intéressant. Donc c'est voilà, il y a ces dimensions-là. Et puis après, effectivement, toutes ces études sont amenées à se croiser. Dans les autres questions, moi j'en avais une qui était sur en fait, les personnes qui sont, est-ce qu'il y a, comment, les personnes que vous avez interrogées, alors tu vas me dire là, sont dans l'urgence évidemment des impacts. Est-ce qu'il y a ce lien qui est fait entre le réchauffement climatique et les impacts qui sont faits, ou est-ce que c'est plus, est-ce que ce lien est fait par les personnes ou pas, ou est-ce que c'est une forme de destin et bon, ça va se passer comme ça, ou est-ce que c'est pas du tout un sujet? Et il y a une question qui est faite sur la proposition de loi qui est en cours sur l'adaptation. Est-ce que là, on a des propositions spécifiques euh, à faire dans le cadre de cette proposition de loi? Alors sur le lien entre changement climatique et impact, c'est très différent. Enfin, on n'a pas réussi à identifier, voilà, à faire une statistique sur les 150 personnes. En tout cas, pour beaucoup, il y avait une vraie observation, et c'est un peu ce que disait la vidéo, de la récurrence des événements et surtout de leur plus forte intensité. Donc certaines personnes m'ont dit, bah moi je suis pas scientifique, je ne sais pas si je peux faire un lien avec le changement climatique, mais j'observe bien que mon territoire il est plus comme avant. Vous avez aussi, là je vais faire un focus France, mais les personnes qui ont témoigné à Madagascar, en fait, disent, mais en fait, on voit bien que notre territoire, il est plus du tout comme avant. Oui, en tout cas, il y a une prise de conscience sur le fait que c'est pas normal, c'est pas comme avant. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui s'est créé. Et nous, volontairement, dans la trame d'entretien, on n'a pas posé ce sujet du changement climatique. On est vraiment allé les interroger sur ce qu'ils avaient vécu, comment ils avaient vécu, comment ils avaient été accompagnés. Et c'est seulement enfin, on a dit, mais pour vous, est-ce que voilà. Et ça revenait, mais ce qui frappait vraiment, c'était, on a, c'est plus comme avant. Voilà. Et sur effectivement la question de la proposition de loi,
Donc, qui est effectivement étudiée cette semaine, hein, pour tout le monde. C'est une proposition de loi donc transpartisane qui est notamment portée par un élu du Parti socialiste majoritairement, mais pas que. Nous, on l'observe de façon plutôt positive parce qu'en fait, des lois sur l'adaptation, il y en a très peu. Donc, en tout cas, déjà, le fait d'acculturer les députés à ce sujet-là nous. On a une coupure de Daphné. Je pense que c'est pas que moi. Je pense que c'est pour tout le monde. Je suis En désolé. fait, on n'est Est-ce pas qu'il tous égaux face au changement climatique. y a une petite coupure d'une minute? Très bien. Ça s'est arrêté au moment où tu disais que vous voyez d'un bon œil le fait que les OK. députés s'acculturent à la question. Très bien. Et donc, je disais, nous, ce qu'on va plutôt porter, c'est justement on a fait des propositions d'amendement pour développer la prise en compte des vulnérabilités supplémentaires, donc faire une cartographie. Ça résout pas tout, mais ça permet au moins de rendre visible le fait qu'on n'est pas tous égaux. Et aussi de renforcer la participation des personnes dans les documents de planification, que ce soit à l'échelon national ou local. Voilà, ça nous semble être déjà deux éléments importants. Et puis dans la loi, il y a aussi un article consacré à l'assurance. Et donc de la même façon, on porte des amendements pour qu'il y ait une action, plus poussée sur cette question de l'assurance pour toutes et tous, malgré les conditions de vie ou les territoires, enfin voilà, et les enjeux que ça porte pour les assureurs. Dernière question, peut-être c'est 9h27, qui est en creux, celle que la suite en fait de mon propos sur est-ce qu'il y avait cette association entre réchauffement climatique. Est-ce que par ailleurs ça se traduit derrière dans alors, j'imagine que vous l'avez pas vu, mais peut-être que dans les échanges ou dans les discussions, ça a plutôt tendance, les personnes qui sont victimes directement de ces impacts-là auraient plutôt tendance à aller vers des votes politiques, en tout cas de partis qui proposent des choses à l'encontre du réchauffement climatique voilà, ou à l'inverse, ça crée tellement de ressentiment et de colère que ça va plutôt aller sur des votes euh, d'extrême. Alors, on n'était pas dans la bonne temporalité, effectivement, enfin, on n'a pas demandé Ouais. explicitement aux personnes qu'on a interrogées. Par contre, je peux vous donner quelques éléments. Bon, d'une part, on sait que quand même les populations accompagnées par le Secours catholique, c'est des personnes qui ont tendance statistiquement un peu moins voter. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête, même si ça ne fait pas tout. Et en fait, ce que je peux, sur la base de l'étude, dire, c'est que euh, il y avait quand même plutôt un ressentiment sur on a été un peu laissé tout seul. Euh, et plutôt cette question de comment je peux, enfin, pourquoi moi j'ai pas été aidée et comment je peux m'en sortir. Il y a une personne, tout à l'heure, je vous parlais de la tempête Alex, mais cette dame hein, qui 4 ans plus tard, est toujours en train de jongler entre les logements. euh, Elle nous dit qu'en fait, elle est restée 48 heures seule dans la montagne, dans la tempête, avec son chalet qui était complètement détruit. Et c'est finalement 48 heures plus tard que les hélicoptères ont pu intervenir. D'autres personnes qui ont dû attendre 5 jours pour se faire secourir. Et donc, en fait, tout ça, ça crée en fait un système mais en fait, vers qui on peut se tourner. Et ça répond pas exactement à la question parce que je voudrais pas apporter des éléments de réponse qui seraient plutôt de l'ordre subjectif plutôt que liés à l'étude. Mais en tout cas, nous, quand on a retravaillé aussi avec les personnes sur quelles sont les recommandations, qu'est-ce que vous aimeriez en fait faire remonter, il y a vraiment cette question de euh, comment on arrive à avoir des dispositifs qui sont au plus près des citoyens et de recréer ce lien de confiance. Je vous parlais tout à l'heure de guichet unique. Nous, il y avait beaucoup de personnes qui nous disaient, mais en fait, euh, on reçoit des SMS, mais en fait, on ne sait pas, on fait plus confiance, et puis ça arrive trop tard. Et donc, c'est plutôt vraiment cette question de la confiance dans les institutions qui est ressortie, comme plus globalement, en fait, à travers l'étude, qui nous a, nous, beaucoup marqué.